Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se fait un petit tour des différents jeux qui sont sortis au dernier Tokyo Game Market. Alors, le Tokyo Game Market, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon japonais de jeux, japonais bien entendu, avec beaucoup de jeux de pli qui sortent là-bas. Et parmi ces jeux de pli, il y a des petites pépites, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Bref, on se fait un tour rapide du propriétaire. Et on va commencer avec Merchant of Goldfish. Alors déjà, j'ai parlé de jeux de pli il y a 2 secondes, et on est déjà sur un shading. Un shading, c'est un jeu dans lequel on va vouloir vider sa main. Vous voyez le Uno ? C'est exactement ça. On est sur un jeu de monsieur Hisashi Hayashi, Bombbuster dans les jeux tout à fait récents, Gummitrix dans les jeux de pli qui marchent très bien, allez, Yokohama si vous voulez un jeu expert, bref, le gars est multifacette et il bosse plutôt bien. Avec celui-ci, on est donc sur un jeu où il faut vider sa main, les cartes vont de 1 à 14, il y a une seule fois la carte 14, il y a 7 fois la carte 1, donc vous voyez que plus la valeur est faible, plus il y a un grand nombre d'exemplaires de la carte, plus elle est forte, moins il y a d'exemplaires. Votre but c'est de jouer une valeur, mais de pouvoir la jouer plusieurs fois. C'est-à-dire que je peux jouer une paire, un brelan, un carré, et ainsi de suite. Une fois qu'une carte a été, ou plusieurs cartes ont été posées au milieu de la table, je dois jouer soit le même nombre de cartes, mais de plus forte valeur, soit la même valeur, mais plus de cartes. Il y a une paire de 1, il faut que je joue un brelan de 1, ou une paire de 2. Vous avez tout compris. Le twist dans celui-là, le truc qui fait qu'il n'est pas comme les autres, c'est que si vous passez, vous avez accès au marché. Le marché, c'est tout simplement toutes les cartes qui n'ont pas été distribuées dans la main des joueurs. Et donc vous pouvez échanger des cartes de votre main avec des cartes du marché. Du moment que la valeur totale de ce que vous défaussez de votre main est égale à la valeur totale de ce que vous prenez du marché, dans la limite de 14. On va faire un exemple, ça va aller beaucoup plus vite. Je défausse un 9 et un 3 pour prendre un 12. Voilà, j'ai échangé 12 de valeur contre 12 de valeur. Ça nous donne un jeu qui est rapide, malin et intéressant. Parce qu'au début, vous allez chercher à prendre des grosses cartes, mais si quelqu'un joue un brelan, vu qu'il n'y a que 2 13, c'est pas avec 2 13 que vous allez battre un brelan de 2, puisqu'il faudrait au moins un brelan de 13, qui n'existe pas. Donc, il est malin dans ce sens que vous pouvez feinter les autres, bloquer les autres. Ça va quand même assez vite pour vider sa main. Alors soit on le joue en une seule main, soit en plusieurs manches avec des points à chaque manche. Mais en tout cas, ça donne un bon jeu qui m'a bien plu et que je vais garder quelques temps. Allez, on enchaîne avec Utsuke. Cette fois-ci, on revient sur du pli. Et du pli avec un automa. Vous allez voir, il y en a un qui est très connu, c'est Robot Trick, qui est sorti maintenant en français. Enfin, très connu. Oui, très connu. C'est un excellent jeu, jetez-vous dessus si vous ne le connaissez pas. Mais nous, on parle de Utsuke. Sa première particularité, déjà, c'est qu'il est illustré par Madame Saibepu, qui est l'illustratrice, on va dire, attitrée des jeux de pli japonais. Et là, elle fait un bon travail avec un tout petit problème. On va le voir un peu plus tard. Du côté du matériel, on est sur 5 couleurs, des valeurs qui vont de 1 à 12. Pour le gameplay, c'est du must follow. Si vous ne pouvez pas suivre, il y a une couleur d'atout. Si vous voulez, vous coupez. Si vous voulez pas, vous pouvez pisser aussi. Et surtout, on a un automa autour de la table, c'est-à-dire qu'il va jouer avec nous. Donc, une grande partie du gameplay, c'est comment joue l'automa. S'il suit la couleur, il va essayer de gagner, il va donc jouer la plus forte valeur de ce qu'il a dans sa main. S'il ne peut pas suivre la couleur, il va tout simplement jouer une carte random d'un côté de sa main. Et si c'est lui qui lead un pli, il va jouer une carte de l'autre côté de sa main. Et de ce côté-là, c'est là qu'est défini l'atout, donc il lance des plis d'atout. Quand c'est lui qui lance des plis, c'est des plis d'atout. Votre but ici, c'est de définir combien de plis fera l'automa. Si vous avez juste, vous avez 2 points d'honneur. Si vous êtes approchant, vous avez 1 point d'honneur si c'est vous qui êtes le plus approchant. Mais attention, si vous faites plus de plis que l'automa, vous avez un jeton de danger. Et si vous chopez 2 jetons de danger, le jeu, l'automa, vous coupe la tête. Vous avez perdu, les autres ont pas gagné, mais vous avez bien perdu. Sinon, il faut arriver à 3 points d'honneur pour gagner la partie. On est sur un jeu qui se différencie vraiment de Robot Trick, il fonctionne d'une manière totalement différente, il est hyper intéressant quand même, je l'aime beaucoup, il peut se jouer à 2, comme à 3, comme à 4, comme à 5, puisque l'automa fait le 3e, 4e, 5e, 6e joueur, à chaque fois ça fonctionne, c'est très tendu comme je l'ai dit, vous allez vouloir faire en sorte que l'automa fasse peu de plis pour que vous soyez le seul à avoir parié ce chiffre que les autres n'ont pas vu, mais attention, si vous prenez trop de risques et que vous faites trop de plis, il va peut-être vous couper la tête comme chez Tintin, donc faites bien gaffe à tout ça, ça donne un jeu hyper intéressant, avec une mécanique assez fine et qui m'a beaucoup plu également.
Et j'allais oublier son petit défaut, c'est que sur les chiffres, sur les cartes, on peut être amené à mélanger des chiffres. Le 4 et le 9 ont des visuels assez proches. C'est le seul petit défaut que j'y trouverais, c'est que j'aurais aimé des chiffres bien plus lisibles en fait. Allez, on continue avec un troisième type de jeu. Cette fois-ci, on est sur Rails on the Hill. On garde le même auteur, Hisashi Hayashi. On est chez Okazu Brand pour la version japonaise. Et on est sur de la pose de cartes qui pourrait s'apparenter à de la pose de tuiles. C'est juste que des tuiles de cette taille-là, c'est plus simple de faire des cartes avec. Votre but, ça va être de créer un réseau de trains. Alors, le jeu est assez abstrait dans ses règles puisque on mixe les couleurs, il y a 4 couleurs avec les cartes qu'on peut tourner et ainsi de suite. Le but c'est de faire du réseau de train pour relier des cartes entre elles avec différentes couleurs de réseau de train pour valider des points de victoire qui sont associés à chaque couleur de réseau de train. Côté gameplay, on va drafter les cartes qui nous permettent d'agrandir la map sur laquelle on pose ensuite nos réseaux de train. C'est la seule interaction du jeu au final, c'est-à-dire que quand vous récupérez une carte, vous avez un bonus particulier associé, et c'est là uniquement que va se situer l'interaction du jeu. Sur le reste, c'est un jeu solo un peu dans son coin à plusieurs autour de la table, n'empêche qu'il reste assez plaisant. On est sur du familial plus, initié moins sur la difficulté. Les parties sont assez rapides, on est sur une grosse demi-heure, et moi j'aime bien, c'est plaisant, une petite partie de temps en temps, je dis pas non. Allez, on revient dans les jeux de pli avec Slaughter the Dragon. Cette fois-ci, c'est une revisite de la Dame de Pique. On est donc sur un must-follow avec une couleur qu'on n'a pas le droit de lancer tant qu'elle n'a pas été pissée dans un pli précédent. Ici, ce sont des dragons. Leur particularité, les cartes vont de 1 à 12, leur particularité, c'est que chaque valeur faciale de dragon, c'est des points en négatif. C'est-à-dire que le 11 de dragon, c'est moins 11 points. Le 5 de dragon, c'est moins 5 points. Donc, on ne veut pas faire de pli. Mais, si vous faites un pli, vous gagnez un bout du dragon, parce qu'on est en train de le découper en rondelles, et une rondelle de dragon, c'est 5 points positifs. Donc vous voulez gagner des plis quand il n'y a pas de risque. Mais pas de risque, c'est difficile de le savoir, sauf si vous êtes le dernier à jouer. Voilà, c'est là qu'est tout le cœur du jeu au final de Slaughter the Dragon. Faire des plis quand c'est intéressant, essayer de pas choper ces fameux dragons. Après, on a une couleur d'atout qui va changer à chaque manche. On est sur un truc assez classique. A noter tout de même qu'il y a un Shoot the Moon. Le nom du Shoot the Moon vient de la Dame de Pique, donc c'est obligé qu'ils le remettent ici. Le principe, ça va être de gagner toutes les cartes dragons. Si vous le faites, vous marquez 60 points et tous les autres en perdent 20. Donc très dur à faire, mais bien sûr, ça vous fait quasiment gagner la partie si vous y arrivez. On a une DA japonaise qui est vraiment très jolie, à l'ancienne. Pour ce qui est du gameplay, allez-y à 4 joueurs minimum. N'allez pas en dessous, ça sert à rien. On a donc un jeu plutôt chaotique, assez fun, bien malin, et donc ça fait un bon jeu tout simplement. On s'arrête plus, on reste dans la gamme du pli, cette fois-ci on est sur Wish Upon a Star. Alors, on a du pli et du deck building, en tout cas c'est comme ça qu'il est vendu. Votre but c'est de faire 50 points de victoire, une seule ressource dans ce jeu, des étoiles, et les cartes vont de 1 à 5 pour votre main de départ. Vous les mélangez, vous en prenez 3, sur les 3 vous allez en jouer une. Celui qui gagne le pli gagne soit la valeur de sa carte en points de victoire, soit il peut épurer et enlever une carte de sa défausse de la partie. Vous n'allez pas le faire dès le début. Les autres joueurs, la valeur de leur carte, ils vont la gagner dans cette fameuse ressource étoile et ça va leur permettre d'acheter de nouvelles cartes dont les valeurs vont de 4 à 25. C'est d'ailleurs là que se trouve le problème du jeu, c'est la carte numéro 25. Alors les cartes vont 10, 15, 25 en fait. Donc si vous achetez la 10, la 15, le jeu reste tout à fait normal, il fonctionne bien, c'est une sorte de petite course avec du deck building et des plis, c'est assez agréable à jouer. Par contre le 25 en fait, vous le chopez, vous le jouez, vous prenez 25 points, c'est-à-dire la moitié des points à faire, vous n'aurez plus qu'à soit le jouer une deuxième fois, soit en cours de route, vous avez trouvé le moyen de faire les 25 premiers points. C'est vraiment dommage parce que le joueur qui a le 25 gagne la partie. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, si vous l'enlevez, vous avez un jeu qui reste tendu jusqu'au bout. Je comprends pas donc l'erreur qui a été faite dans le game design à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Ça casse le jeu. La définition que j'en ai, c'est que peut-être que c'est fait pour jouer avec des enfants, et donc à un moment donné, faut couper la partie plus vite. Je vois pas d'autres moyens ou d'autres explications à ce bug pour moi. C'est dommage parce que c'était un jeu qui proposait quelque chose de nouveau. Pli et deck building, c'était assez agréable. Il y a ce petit souci. Alors il est très simple, vous virez la carte 25, vous la laissez dans la boîte, et vous avez un jeu qui fonctionne en fait. Mais bon, c'est dommage. Après, les designs sont assez enfantins, et du coup, est-ce que j'ai envie de le garder? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va partir assez rapidement, malheureusement. Et avec tout ceci, nous voilà arrivés au bout du premier épisode sur le Tokyo Game Market 2024. J'espère que ça vous aura intéressé sur certains jeux. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous
pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.